When it comes to towing, seeing is believing. That's why Chevy Truck's advanced camera technology offers up to 8 available cameras for 14 unique views, so you can focus on the view that really matters. Chevrolet, together let's drive. Learn more about Chevy Trucks at Chevy.com. Safety or driver assistance features are no substitute for the driver's responsibility to operate the vehicle in a safe manner. Read the Vehicle Owner's Manual for important feature limitations and information. Being a marketer's no sweat. You just have to manage dozens of channels, launch hundreds of campaigns, score thousands of leads, and okay, fine, it's a lot of sweat. Unless you have HubSpot's AI-powered marketing tools to help you do all that and more. Get started at HubSpot.com/marketers. Hey, bienvenue sur Écho de montagne. Un podcast où on vous jase de tout ce qui résonne avec la randonnée. Mon nom, c'est Catherine Turgy, aussi connue sous le nom de Stitch. Et moi, c'est Alex Godard. Donc, c'est un nouveau podcast qu'on vous présente. Fait que pour commencer ça sur le bon pied, on va présenter l'idée du podcast. L'idée principale, en fait, est de vous informer sur pratiquement tout ce qui touche à la randonnée, que ce soit de la longue randonnée, de la randonnée d'une journée, des trucs qu'on utilise, des meilleurs sentiers à l'équipement, vraiment tout ce qui passe par la randonnée, au travers notre expérience, des anecdotes qu'on a vécues. Donc, ça se résume pas mal à ça. Je sais pas si tu voulais parler un peu, Catherine, du le nom Écho de montagne. Tu sais pourquoi qu'on a appelé ça un peu comme ça, qu'on a nommé ça comme ça? Ben parce que déjà, on va être, pour les premiers épisodes, loin un de l'autre. Fait qu'on va se parler à travers beaucoup de montagnes. Donc, on se fait écho, puis on jase de chacun notre point de vue de la montagne, de la randonnée du plein air. Éventuellement, on va avoir aussi des invités. Mais un peu, pour vous faire une idée, là, c'est qu'au début, moi, je pars sur quand même une longue aventure, puis on va se faire un petit coucou à distance, moi et Alex, en vous jasant des sujets là, qui nous passent par la tête ou que je croise sur mon chemin. Je m'en vais faire l'Appalachian Trail, donc je vais être partie 5 mois sur les sentiers, puis on va vous jaser là, de temps en temps de ce qui se passe d'un côté et de l'autre de nos montagnes à Alex et moi. Exact. Dans le fond, le podcast va se faire en plusieurs volets. Vu que la première partie se fait à distance en ce moment, il va beaucoup évoluer. Tu sais, quand Catherine va revenir, le podcast va déjà changer un peu de format parce que ça va être plus simple pour nous d'enregistrer. Donc là, on va peut-être pouvoir plus recevoir des invités. Ça va être plus facile de céduler des enregistrements. Puis de là, dans le fond, il va aussi évoluer avec les feedbacks qu'on va avoir. Tu sais, ça reste, c'est notre idée et tout ça, mais si vous avez des questions, peu importe quoi, mais tu sais, on est ouvert à tout, puis on se considère quand même assez bien outillé dans le monde de la randonnée, donc je pense pas qu'il y a un sujet qui va nous arrêter à ce niveau-là. Là. Oh non. Puis si on les connaît pas, ben on est assez curieux, puis on va se trouver des invités pour nous éduquer là-dessus. Exactement. Ça risque d'être assez intéressant. Ça, on a déjà quelques sujets en tête qui ont été comment il nous faut des invités parce que ce sujet-là est un peu plus c'est un peu plus hors de notre zone de confort. Donc on a une couple de sujets puis d'idées en tête. Donc stay tuned pour ça là. Donc pour la suite. Exact. On peut y aller. On va se présenter en fait parce que là il y a du monde qui me connaît peut-être, il y a du monde qui te connaît, Catherine, mais peut-être qu'il y a du monde qui ne connaît pas. C'est qui ça, Alex Godard? C'est qui ça, Catherine? C'est Stitch. Puis peut-être vous ne connaissez juste aucun des deux, comme c'est qui eux? Pourquoi ils partent un podcast? Ils ont-tu vraiment les compétences pour nous parler de randonnée? Vraiment quelque chose à raconter. Fait que je vais te laisser te présenter en premier, Catherine. Oui, ben en fait, mon petit CV d'aventure, moi je sors du monde de la longue randonnée. J'ai déjà sous la ceinture une couple de longues marches à mon actif. Ça a commencé, ça fait déjà quelques années. J'avais fait les 46 sommets des Adirondacks, des petites randos dans le coin par-ci par-là. J'ai commencé à faire des randos en solo dans la Mastigouche, sur le Sentier national. Puis en 2020, j'étais partie pour une grande aventure sur l'Appalachian Trail qui a, on va se le dire, foiré à cause de la pandémie. Donc, je me suis retrouvée à faire un pas pire plan B en traversant le Québec à pied de Gatineau, de Mont-Tremblant jusqu'à Forillon, le Sentier national, qui est pas tout à fait continu. Fait que c'est un peu fait votre propre aventure. Fait que j'ai traversé le plus que je pouvais de bout en bout en 2020.
Donc, ça a été ma première longue randonnée sur 76 jours. Puis, 2022, en fait, l'année dernière, j'ai marché les 4370 kilomètres de la Pacific Crest Trail, donc du Mexique jusqu'au Canada. Fait que ça a été ma plus longue trotte à ce jour. Et je pars là, dans 6 jours, très exactement, ou en tout cas peut-être moins quand ce sera diffusé. Je pars faire l'Appalachian Trail en sens inverse. Donc, je vais commencer dans le Maine et me diriger tranquillement, un petit pas à la fois, vers la Georgie en traversant 13 États américains. À toi, Alex. Cool. Ben, en fait, tu résumes plein de choses, puis Oui. c'est ce qui... En fait, quand on a parti le podcast, c'est l'idée, c'est pour ça que j'ai tout de suite pensé à toi, c'est qu'on a des bagages complètement différents, puis c'est ce qui va être... Ouais, qui se complète. Exact, ça va se compléter, puis c'est ce que je trouve intéressant de ce podcast-là, c'est que tant qu'on n'est pas du même sexe, on a des bagages différents, on fait des randonnées complètement différentes, ça va super bien se compléter. Fait que je vais y aller de mon bord. Donc, mon nom, c'est Alex Godard. J'ai 30 ans au moment de l'enregistrement. En fait, je suis pas loin, je suis pas proche d'avoir 31, fait que je vais rester à 30 pour l'instant. Je suis un... Moi, je l'ai pas mentionné, mais... ben, même là-dessus, en fait, c'est intéressant aussi. On est dans une tranche d'âge différente, donc... Dans la même tranche, là, on est dans la même décennie. Ah ouais? Oui, pour encore quelques mois. C'est vrai. Mais reste que... J'arrête. En passant, vous allez nous entendre beaucoup déconner comme ça au travers du podcast, puis c'est un peu le but de ce podcast-là, c'est que ça reste naturel. Je veux pas que ça soit trop artificiel, que ça soit scripté, puis que ça soit robotique. Le but, c'est deux amis qui se parlent de randonnée, puis ça va sortir comme ça va sortir. Donc, je continue après. Comme un soir de camping. Exact. C'est comme si on se parlait sur le bord d'un feu. Exactement. Donc, je continue ma présentation. Donc, je suis un cinéaste d'aventure. Je me spécialise principalement dans les longues randonnées, mais pas aussi longues que Catherine. Plus, mon best spot est entre 100 et 300. Là, c'est mon comfort zone. C'est sûr que après ça, ben, j'en ai fait plus et moins. Randonnée d'une journée à randonnée de plusieurs jours. Donc, mon but là-dedans, c'est de documenter ça, de vous sortir des films le plus naturel possible, qu'on voit la randonnée du début à la fin. Donc, tant par les meilleurs et les moins bons moments, et en gardant ça le plus naturel avec le son, puis les paysages, puis que mon expérience soit vraiment authentique au travers de ça. Je fais pas des films pour que ça soit scripté, puis que j'invente des péripéties au travers. C'est ce qui se passe, c'est ce qui s'est vraiment passé. Donc, c'est pas mal ça pour moi. J'ai fait de la randonnée un peu partout au travers le monde. Là, donc, j'ai visité en grosse partie le Canada, un peu aux États-Unis, Guatemala, Islande, Portugal, Écosse. Donc, j'ai un pas pire bagage autour du monde. Puis, en gros, ça se résume à ça pour moi. Puis, c'est encore une fois, ce qui est intéressant entre toi et moi, c'est que on a fait de la randonnée à des places assez différentes aussi. Donc, je veux dire, le terrain nous apporte une expérience différente, là. Oui, à deux, on a quand même un éventail de terrain assez coloré et diversifié, mettons. Ouais, exact. De toutes sortes de paysages et de toutes sortes de sentiers qu'on croise au travers ça, là. Donc, on t'en a parlé un peu. Dans le fond, tu disais que tu allais faire la Appalachian Trail. Donc ça, c'est ton next gros projet que peut-être au moment même de l'enregistrer, que le podcast va sortir, tu vas peut-être avoir déjà les 2 pieds sur le sentier. Oui, ben le 8 juin précisément, je vais avoir les 2 pieds au pied du mont Catadin, en fait. Je vais camper là le 7 au soir, puis le 8, en fond, je monte le mont Catadin, je fais un petit aller-retour, parce qu'il faut savoir que le terminus nord, c'est au sommet du mont Catadin, fait que je vais toucher la pancarte, puis faire demi-tour, puis partir vers le sud pour 3500 km, en fait. Ça va me donner un bon entre 4 et 6 mois de marche, parce que j'ai pas de timing, j'ai pas de limite, j'ai pas de limite de temps, je suis pas pressée. Puis, pour ceux qui connaissent pas la trail, j'ai tout le temps qu'il me faut. Pour ceux qui connaissent pas la trail, dans le fond, je sais pas si tu peux la décrire un peu, puis pour quelle raison, pour quelle raison tu pars du nord et non du sud, parce que je crois que le parcours normal est de sud en nord. Oui, le parcours normal, le plus populaire, c'est vraiment
en partant du sud, donc de Springer Mountain, qui est la naissance des Appalaches en Géorgie, au sud des États-Unis. Puis les gens font une longue migration à pied vers le nord, là, à travers les 13 États de la côte Est. Puis ça se termine dans le Maine, au Mont Katahdin, 3500 km plus loin. Fait que typiquement, là, les gens le font du sud vers le nord. Ils vont partir généralement entre la mi-février puis la fin avril. Mais il faut savoir que l'Appalachian Trail, c'est une des trois... il y a trois très, très grands sentiers de randonnée aux États-Unis. Il y a l'Appalachian Trail, la Pacific Crest Trail puis la Continental Divide Trail, plus au centre. L'Appalachian Trail, c'est la plus vieille des trois. Il y a déjà... Même la Long Trail au Vermont est un des segments de l'Appalachian Trail. C'est le sentier de longue randonnée le plus vieux aux États-Unis. Fait que c'est un sentier qui existe depuis plus de 100 ans. Donc, c'est bien rodé, là. C'est bien tapé. C'est bien connu. Mais c'est très, très, très populaire. Donc, depuis, là, je dirais, depuis 2014-2015, depuis la naissance là, de YouTube et des sites de ressources là, pour la longue randonnée, la popularité a explosé, notamment depuis la sortie du film A Walk in the Wood avec Robert Redford, qui se passe sur l'Appalachian Trail. Ça a vraiment explosé en popularité. Puis à chaque année, j'ai pas les chiffres exacts, mais j'aimerais ça les sortir, puis on va en parler dans les prochains podcasts. Là. Mais il y a vraiment un nombre extrême de gens qui débutent au départ là, à Springer Mountain, puis ça crée quand même des foules. On appelle ça la trail bubble. En fait, une espèce de troupeau de randonneurs qui montent vers le nord. Et j'avais comme pas envie de vivre cet achalandage-là, parce que c'était un peu ce qui m'avait déçu de la Pacific Crest Trail. Ben, déçu, je savais à quel point c'était populaire, mais tu sais, on s'attend toujours à avoir un peu de silence, de la tranquillité sur le sentier, puis c'est ce que j'aimerais aller chercher sur l'Appalachian Trail, puis ça va être très difficile de le faire si je la fais de façon classique, là, du sud vers le nord. Fait que j'ai choisi de la faire en sens inverse, puis de le faire en version SOBO. NOBO étant, ça veut dire northbound, N-O-B-O, puis southbound, ça se dit SOBO. Donc, je serai une SOBO, donc il y a 10 à 15% des true hikers, c'est-à-dire les gens qui veulent la faire d'un bout à l'autre. Il y a 10 à 15% des true hikers qui décident de la faire SOBO, donc du nord vers le sud. Puis j'ai choisi ça pour la tranquillité, pour pas faire partie du problème de l'achalandage de l'Appalachian Trail non plus, parce que plus il y a de monde, plus ça va mener éventuellement à des limites avec des permis, puis c'est sûr qu'on souhaite pas se rendre là. Fait que dans le fond, c'est vraiment pour éviter de faire partie du problème, puis un peu profiter un peu plus des grands espaces, là. Essayer de camper seul une fois de temps en temps. Ouais. Ça serait intéressant. J'ai une question par rapport à ça. Je sais pas si tu vas être capable de me répondre, parce que, comme je dis, je pense que ça, c'est plus ton comfort zone, là, fait que c'est une question parce que j'ai pas la réponse. Tu sais, il y a Walk in the Park, je pense que tu parlais du film là, avec Robert. Le film, oui, avec Robert Redford. Puis, pratiquement en même temps, je me rappelle, Wild est sorti pratiquement en même temps, un et l'autre, puis un qui parle de la PCT, l'autre qui parle du AT. Oui. Là, tu as parlé que, tu sais, on sait que le PCT, en fait, toi et moi, on sait que le PCT prend un permis pour faire la trail. L'Appalachian Trail, tu dis que ça n'en prend pas encore en ce moment. Donc, tu dirais-tu que le Appalachian Trail est encore moins populaire que le PCT l'est? Je pense qu'internationalement, oui. La Pacific Crest Trail est beaucoup plus scénique et beaucoup plus panoramique. Peut-être même plus en demande, mais aussi plus fragile que l'Appalachian Trail. Il faut savoir que la côte ouest, là, c'est des zones de végétation assez fragiles. Ils ont souffert beaucoup des feux de forêt. C'est un sentier qui pourrait pas accueillir le même achalandage que l'Appalachian Trail. Il va pas se renouveler aussi souvent. Il y a une flore alpine qui est beaucoup plus fragile que sur la côte est. Donc, je pense que ça fait partie un peu des raisons pour lesquelles l'association de la Pacific Crest Trail a choisi de limiter le nombre de permis à 4500 par année. Les permis sur la PCT sont limités à 50 permis par jour. Il n'y a pas 50 personnes par jour sur la trail, là, mais sont quand même assez limités. Tandis que sur l'Appalachian Trail, il n'y a pas de limite. On est encouragé à s'enregistrer là, pour que l'association puisse comptabiliser le nombre de randonneurs là, qui commencent le sentier, dans le fond, parce qu'on ne sait pas trop quand est-ce qu'ils finissent. Puis on ne sait pas s'ils se rendent jusqu'au bout. Mais au moins, le nombre de randonneurs qui commencent la trail. Fait que je me suis enregistrée. Techniquement, j'ai un numéro de permis pour l'Appalachian Trail, mais ils ne sont pas limités, puis c'est gratuit de s'enregistrer. La PCT aussi, c'est gratuit, mais il y a un nombre limité. C'est vraiment ça qui fait la différence, là. Mais l'Appalachian Trail, écoute, je te sortirai les stats là, pour un prochain épisode. On fera un spécial statistique des longues randos. Là. C'est assez impressionnant le nombre de gens qui s'élancent là, sur l'Appalachian Trail.
Ouais, mais ça, je trouve ça particulier. En fait, je pensais j'étais sûr qu'il aurait fallu un permis aussi. C'est peut-être parce que je suis trop familiarisé avec le PCT, puis euh, comme tu dis, tu sais, c'est pas le même environnement, là, tu sais, le, l'Appalachian Trail, dans le fond, c'est plus des vieilles montagnes, c'est beaucoup plus forêt. Donc, ça doit aller un peu dans ce sens-là. Donc, en fait, Ouais. j'avais une question pour toi Ben par oui. rapport à ça, justement. Tu pourrais-tu dire un peu, c'est quoi les particularités du AT? Tu sais, c'est quoi qui le caractérise, à part les mouches? Ben, en fait, tu peux dire les mouches aussi, Ah, là, mais... oui, ben j'allais dire les mouches. Euh, ben, il y a un surnom qu'on donne à l'Appalachian Trail pour, tu sais, 75% du temps, tu es dans ce qu'on appelle un green tunnel. Fait que c'est vraiment une forêt à couvert, là. C'est pas tu sais, on pense à l'Appalachian Trail en disant oh, on est toujours sur des crêtes exposées. Mais non, les Appalaches sont de très, très, très anciennes montagnes qui datent d'avant même la séparation des continents. Fait que c'est des montagnes très arrondies, pas très hautes. Il n'y a pas de haute altitude jamais là, sur l'Appalachian Trail. Puis oui, on est sur des crêtes, mais c'est des crêtes boisées la plupart du temps. Donc, on est vraiment dans un couvert forestier pour la majorité du sentier. Les seules exceptions, là, ce serait, mettons, on connaît bien la chaîne des présidentielles là, dans les White Mountains. C'est une des crêtes les plus exposées de l'Appalachian Trail au complet. Donc, faut pas s'attendre à ce que ce soit les présidentielles tout le long. C'est très, très, très à couvert. Il y a des belles vues, mais c'est des vues qui vont se mériter. Fait que c'est un sentier qui est plus... je te dirais en fait, il y a le même gain de dénivelé que la Pacific Crest Trail, mais il y a 800 km de moins. Ce qui fait que quand tu vois une montagne au loin, au lieu de faire de longs allers-retours là, pour monter jusqu'au sommet, au lieu de faire 15 km pour monter jusqu'en haut en faisant de longs lacets, ben ça va être 5 km, mais un escalier de roche. Fait que c'est un peu ça la différence, là. C'est un sentier qui se ferait pas à cheval, contrairement à la PCT. Fait que c'est plus abrupt, mais moins reculé. Il y a beaucoup, beaucoup de villes là, le long de l'Appalachian Trail. C'est assez populeux, je dirais. Là. Fait que il y a moyen d'aller dans des villages presque à tous les jours là, si on veut sortir de la trail puis pas traîner beaucoup de bouffe. Fait que c'est très civilisé. C'est quand même dans la forêt, mais c'est beaucoup moins exposé là, que la Pacific Crest Trail. Ouais, parce que dans le fond, de ce que je connais, la partie la plus exposée, comme tu as dit, va être au début. Donc, on pense à Katahdin, à toute cette partie-là, le Maine, en fait, tout le nord-est des États-Unis. Ouais. Ce qui me fait demander, est-ce que tu as un peu des expectations, je cherchais le mot en français. Des là. appréhensions, des attentes. Ouais, par rapport à ça, parce que selon moi, ça fait que tu vas avoir les plus beaux paysages dès le début. Donc, c'est quasiment si ça régresse après, je sais pas. Ben, écoute, ça dépend. Tu sais, comme on voit sur notre logo, là, toi, t'es un gars de sommet, moi, je suis une fille de forêt. Je sais je sais à quoi m'attendre. Je sais que je vais marcher souvent dans un green tunnel, mais c'est ce que j'aime un peu de la longue randonnée. Moi, c'est d'être à couvert, d'être dans la forêt, de me sentir à la maison. Fait que je suis pas une chasseuse de sommets exposés. J'ai été gâtée de ce côté-là sur la PCT. Par contre, là, ça, c'est exposé presque tout le temps. À tous les jours, il y avait des vues à couper le souffle. Mais évidemment, je m'attends pas à ça de l'Appalachian Trail. C'est une expérience qui est complètement différente. C'est presque plus une aventure sociale, l'Appalachian Trail, et historique. C'est un sentier qui est quand même ancien. Les shelters, les abris là, sont tous uniques les uns, sont tous différents, sont tous uniques. Il y a des petits villages, des petites communautés. Fait que ça va être vraiment une aventure plus sociale, beaucoup plus forêt que sommet, je dirais. Ouais, mais ça, je m'en attends. Là. Puis je commence par le plus difficile aussi. Là, j'ai perdu ma forme là, cet hiver. Là. Le Maine va faire mal. Ah, mais c'est correct. C'est la meilleure manière de commencer, je trouve. Tu te mets t'embarques sur le sentier, puis après ça va juste aller bien. Mais je trouve ça intéressant ce que tu dis, parce que dans le fond, tu dis que c'est très forêt, très tunnel, tout ça. Fait que tu parlais tantôt que le Sentier national était ton plan B par rapport quand tu as commencé l'Appalachian Trail. Fait que c'était pas un tant gros dépaysement, parce que le Sentier national aussi est beaucoup dans la forêt et beaucoup dans... tout entouré sauvage. d'arbres. Là. Donc, je trouve ça intéressant, le parallèle entre les deux, là, puis c'était vraiment comme quasiment un perfect fit de changer un pour l'autre, là, ou pratiquement. Oui, c'était le plan B parfait, en fait, parce que c'est ce que j'allais chercher. En fait, c'est ce que je voulais aller chercher. Puis le Sentier national est encore plus sauvage, parce qu'il n'a pas été piétiné autant
que l'Appalachian Trail. Moins évident à suivre aussi. C'est beaucoup plus, tu sais, couvert, il y a beaucoup plus de forêts, mais tu sais, le sentier national, il est pas aussi rodé là, que l'Appalachian Trail, fait qu'il il est beaucoup moins évident à suivre. Il est maintenu aussi par des bénévoles, là. C'est pas un travail d'État, c'est pas un trésor national là, comme l'Appalachian, en tout cas pas encore comme l'Appalachian Trail. Euh, mais donc ça fait que c'est une aventure qui est plus rustique. Le sentier national, c'est beaucoup plus sauvage, c'est beaucoup plus solitaire aussi. Il n'y a pas tout l'esprit de communauté, en tout cas pas encore, comme sur l'Appalachian Trail. Fait que j'ai quand même réussi à trouver, oui, des similitudes. Tu sais, ça a comme servi comme plan B, je pense, idéal. Là. J'ai été satisfaite quand même de mon été. Là. Mon but, en fait, c'était de marcher et de vivre en nature pendant une saison complète. Puis je pense que cet objectif-là a été atteint. Puis j'ai juste fait des découvertes différentes. Dans le fond, j'ai découvert même notre cour arrière. Là. Tu sais, j'ai découvert notre province et chez nous. Fait que ça avait quand même ça d'intéressant là, de découvrir de nouveaux territoires. Puis j'ai découvert des tronçons aussi que je connaissais pas là, du Sentier national. Fait que ça m'a permis aussi de m'impliquer avec eux, mais ça, on pourra en reparler peut-être dans d'autres épisodes à venir. Ouais. Fait que voilà. Je voulais faire une petite dire un petit fun fact par rapport à ça, justement. Tu sais, on parlait des similitudes, mais ce qui est cool de savoir, c'est que le Sentier international des Appalaches, ben, en fait, le AT, qui est le Sentier international des Appalaches, ben, continue jusque sur une portion du Sentier national, qui est la portion Gaspésie. Là. Donc, ça part à Matapédia, en fait. À Matapédia, il y a comme un Y. Là. On aurait le choix. Mettons qu'on descend vers le sud, là. Matapédia, il y aurait moyen de soit poursuivre sur l'International Appalachian Trail, la IAT, qui traverse aussi le Nouveau-Brunswick, puis qui connecte dans le nord du Maine, puis qui connecte éventuellement à l'Appalachian Trail. Fait que tout ça connecte ensemble. Puis l'autre choix à Matapédia, c'est de bifurquer puis d'aller continuer sur le Sentier national qui passe vers la rive nord, là, qui est pas encore cousu, là, mais fait que oui, c'est vrai que ce que tu mentionnes, là, le Sentier international des Appalaches en Gaspésie fait partie techniquement de l'Appalachian Trail. Ouais, puis en fait, si je peux même rajouter un autre fun fact là-dessus, quand j'étais en Écosse, je voyais des pancartes SIA, puis là, je suis comme, pourquoi que j'ai des pancartes SIA ici? Tu sais, ça doit être quelque chose d'autre. Puis après m'avoir informé, mais en fait, c'est la même chaîne de montagne qui continue jusqu'en Écosse. Donc, la chaîne de montagne, elle traverse l'Atlantique, puis elle continue jusqu'en Écosse, puis en fait, elle monte jusqu'au nord de la Norvège. Donc, c'est fou là, de penser que comme c'est vraiment tout... Ben, c'est des anciennes montagnes. Là. Comme je disais tantôt, les Appalaches étaient là quand il y avait... Comment ça s'appelle? La Pangée? Tu sais, là, quand tous les continents étaient collés ensemble. Là, ça date de ce temps-là. Là. Ouais, mais c'est ça. C'est ce qui explique pourquoi qu'on a une partie d'un bord de l'Atlantique puis une partie de l'autre bord. Ouais. Avant ça, c'était collé. Ouais, mais c'est exact. Je trouvais ça fascinant de voir ça. Puis quand j'ai comme appris que ça continuait jusqu'à Norvège, j'ai comme wow, ok, c'est énorme. C'est fou, hein. Ouais. Même jusqu'à Terre-Neuve, là, il y a un petit bout des Appalaches sur l'île de Terre-Neuve aussi. Là. Ok, nice. Je savais pas. Cool. T'avais-tu d'autres choses par rapport à ça? Je sais pas, là, tu sais, on parlait un peu de ouais, là, on parle des Appalaches et tout ça, là, mais toi, Alex, c'est quoi tes plans pour l'été 2023? Pour être honnête, je sais pas encore. Page blanche. Ouais, oui puis non. J'ai beaucoup de projets en tête. T'sais, si on y va côté cinéaste, au moment que l'épisode va sortir, peut-être qu'il va y avoir... peut-être ça va être sorti, peut-être ça sera pas sorti. J'ai ma série sur l'Italie qui va être vraiment une série et non un film comme que je fais d'habitude. Donc ça va être divisé sur plusieurs émissions. Là, puis j'ai des émissions de 5 minutes comme j'en ai de 20 minutes, dépendant de ce qui s'est passé, puis dépendant du sentier. Puis ça passe au travers comme tant la culture, l'histoire que la randonnée, parce que la randonnée reste au centre de tout ce que je fais. Donc ça risque d'être vraiment intéressant. Puis pour ceux qui me connaissent, ben c'est un format un peu différent que j'essaie. Donc il y a beaucoup plus de vlogging au travers, parce que je pouvais pas me permettre de faire le même genre de film que je faisais habituellement. Tu sais, dans des villes comme Rome, je m'aurais pas vu laisser mon trépied en plein milieu de Rome pendant que je vais marcher 100 mètres plus loin. Ouais, exact. Fait qu'il y a beaucoup plus de caméras à la main, mais je me suis amusé avec ça, puis je pense que ça a donné quelque chose de cool, là, malgré que il y a eu des incidents au travers de ça. La perte de mon drone, fait que il a fallu que je travaille au travers de ça. Là. Mais en tout cas, ça donne un résultat quand même cool. Là.
je pense pour ceux qui me connaissent pas personnellement, parce que la plupart de mes films sont beaucoup plus muets, beaucoup plus calmes, on me voit plus marcher que parler. Là, je pense qu'on apprend plus à connaître ma personnalité, puis à voir peut-être que je dis beaucoup de niaiseries. Donc, Ben ça, on aime ça. Fait qu'on te voit plus à la caméra. ouais, exact. Beaucoup plus d'interaction avec la caméra. Tu quasiment brisé d'un fois le mur du cinéma, puis embarqué dans votre salon. Là, fait que, Mais ça va donner une autre dynamique, c'est cool. ouais, c'est ça. C'est beaucoup plus énergique Ça, comme style de vidéo. Ben, exemple, puis tu vas commencer à les sortir quand? On parle de combien d'épisodes? Le nombre d'épisodes reste à voir. Là, je pense que je tourne autour de 12 environ. OK. Puis ça sort ce mois de juin. Là. On est déjà en juin, puis le podcast sort en juin aussi. Bientôt. Donc, tout devrait aller pas mal en même temps. Là. Comme je dis, si c'est pas déjà sorti, ça va sortir dans les prochains jours. Là. Ça va être tout frais. Ben, on mettra les liens. Ouais, les gens exact. puissent aller voir ça. Fait que ça, c'est côté cinéma, c'est ça qui... Côté cinéma, que je parle comme si j'étais une salle de cinéma. Oui, t'es un cinématographe de la randonnée. Donc, côté vidéo, c'est ça. Puis côté projet c'est quoi, qu'est-ce que je m'en vais filmer next, où est-ce que je m'en vais marcher prochainement. J'aime pas trop annoncer des choses qui sont pas encore certains parce que Top secret. tout peut changer, mais j'ai un gros projet en tête. Je suis en communication avec des gens de cet endroit-là parce que l'information est minime, comme au compte-gouttes ou même inexistante. Donc, il a fallu que je contacte des gens directement là-bas, que ce soit des guides d'expédition, plein de trucs comme ça. Fait que je suis en attente de certaines réponses, savoir si mon projet est possible, parce que dans le fond, si j'y vais sans dire rien, j'ai tracé un parcours. Puis là, ben, je sais pas si mon parcours est réalisable, parce que je passe à des places que il y a juste pas de sentier, là, c'est inexistant. Ah ben, Donc, ça me dit de quoi, ça? Ben, j'ai hâte d'en savoir plus, quand même. Tu vas nous garder ça comme scoop pour le podcast, j'espère? Ben oui, on va s'en reparler sur le podcast. J'en parlerai si ça la donne pas aussi, comme si ça la donne. Là. Ben oui, même si ça la donne pas, on serait curieux de connaître le pourquoi du comment, c'était quoi tes démarches, puis en tout cas, quand ça sera possible de le révéler. Ben, je pense que ça peut être intéressant de savoir un peu le processus qui s'est passé, la création de mon parcours à comment ça a évolué, puis pourquoi peut-être ça a planté ou pourquoi ça va de l'avant. Là. Donc, on s'en reparlera à ce niveau-là. C'est le projet que j'ai en tête pour l'été. On va voir à suivre. Yes, on va s'en reparler, c'est sûr. Ouais, exact. Puis sinon, ben c'est sûr que ça, c'est mon gros projet de l'été, parce que je m'en prends un par été. Mais après ça, j'ai plein de petits autres projets, des affaires de 3 jours, des affaires d'une journée. Je suis encore un fan de fast packing, là, donc faire le plus de kilomètres que je peux dans une journée. J'ai une coupe de trail en tête que je veux parcourir en une journée, ce que le monde font habituellement peut-être en 2-3 jours. Là. C'est mon petit trip personnel, ça. Des petits projets au Québec, ça? Oui, il y en a au Québec, nord-est des États-Unis, puis peut-être un peu ailleurs au Canada. Là. Donc, des trucs un peu plus accessibles qui se fait plus rapidement pour moi. Là, que je connais par cœur ce qui va dans mon sac à dos. Je pars, ça n'a pas besoin de trop de préparation. Là, ça se fait bien. Oui. Donc, ça va être ça va être à suivre, ça aussi. Là, je vais l'annoncer au fur et à mesure que tout s'officialise. Là. Oui. Donc, c'est pas mal ça je reste pas mal plus dans le mystère que toi. Toi, tu nous as annoncé comme le gros projet qui s'en vient. Moi, je reste dans le mystère, mais... j'ai presque les 2 pieds dessus aussi. Là. Ouais, ça commence en 6 jours. Là. 8 juin. Fait que ça approche vite. Exact. Mais reste que... J'annonce des choses dans pas long, puis on s'en reparle, puis c'est des choses qui risquent d'être fort intéressantes. Ouais, super. Puis sinon, ben là, moi, c'est ça, je suis dans préparation vraiment au day-to-day. Ouais. J'ai choisi quelques-uns de mes équipements. Ouais. Fait que je sais pas, on parlait un petit peu hors micro là, de la gestion de l'eau. Puis je pense que ça revient souvent aussi dans les questions qu'on reçoit. Je sais pas si ça te tente qu'on en parle, mais je pense que ça va répondre aux questions de plusieurs personnes, à savoir comment on gère notre hydratation. T'sais, on parlait nous deux, on a des aventures complètement différentes, dans des terrains complètement différents.
mais on gère notre eau quand même avec les mêmes appareils, si Ouais, on peut dire. ouais, pratiquement. Mais oui, c'est un sujet que je trouve tu sais, intéressant qu'on en parle comme au micro, parce que c'est un peu le but aussi du podcast. Tu sais, oui, on parle de nos anecdotes, de nos projets, puis tu sais, le monde euh, reste informé de ce qu'on fait, mais après ça, le but du podcast aussi, c'est beaucoup d'informer au travers de nos expériences. Fait que, l'eau, effectivement, est une question qui revient souvent. Puis, tu sais, j'étais en conférence quelques jours, puis la filtration, puis tout ça, combien la quantité d'eau à apporter, etc., est revenue. Donc, let's go, on embarque là-dessus. Yes. On peut y aller directement avec... tu utilises quoi comme appareil de filtration? En fait, j'ai deux appareils de filtration que j'utilise en alternance, puis je pense que les deux ont leurs avantages et inconvénients. Quand j'ai commencé, j'ai toujours eu comme un Sawyer Squeeze là, de la marque Sawyer. Donc, Ouais. c'est un petit filtre à cartouche. Je pense que toi aussi, tu l'as utilisé. Ouais, j'ai commencé avec la même chose. C'est ça. On a débuté avec Sawyer parce que, en fait, c'était le seul sur le marché qui était comme ultra léger, là, qui était un petit filtre à cartouche ultra light, là, qui se branche, en fait, qui est compatible avec les bouteilles d'eau en plastique. Fait que c'est quand même son gros avantage, Ouais. le Sawyer Squeeze. Puis j'ai utilisé ça au début, j'ai switché vers un Catadin Be Free, donc son plus gros compétiteur, si on veut, qui est sorti un peu après, puis qui donne un débit d'eau quand même super intéressant. Puis j'ai reswitché au Sawyer au début de la PCT et j'ai reswitché au Be Free. Fait que je suis comme ambivalente, là. Je me promène d'un bord puis de l'autre. Je sais pas si toi, t'en as un des deux que tu préfères. Ben, tu sais, ça reste deux super bons produits. Puis comme je te dis, j'avais je viens de perdre le Sawyer Ouais. en partant. Puis ça a donné que on va, on va tout de suite pouvoir embarquer sur le sujet de l'eau des glaciers, là. J'étais au Oh. Yukon, puis il a juste fini par bloquer complètement. Parce que dans le fond, si on embarque là-dessus, on a comme l'idée de penser que hey, c'est de l'eau de glacier, c'est la chose la plus pure au monde, mais non. Comme C'est 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 parce que dans le chargé fond, de particules, ça. ouais, exactement, ils appellent ça comme la farine en traduction en français, là, la farine de glacier. C'est que tu sais, Ouais. c'est rempli de particules de qui est minuscule, mais ce qui fait que c'est pour ça que quand on regarde une rivière qui découle d'un glacier ou quelque chose de même, c'est souvent opaque, tu sais, on voit pas le fond. Donc, Ouais, ça, c'est comme laiteux blanc ou laiteux bleuté ou même des fois laiteux comme lait au chocolat ou café latte, là. Mais ouais, oui, on voit pas au exactement. travers. Puis ce qui fait que c'est vraiment important de le filtrer parce que tu sais, tu veux pas boire cette particule-là, mais ça bloque un filtre assez vite. Ouais. Donc, tu sais, peu importe le filtre qu'on utilise, ça va le bloquer. C'est important, dans le fond, tu sais, de faire des backwash puis tout ça, là, mais à un moment donné, il y a une certaine limite. Donc, c'est pour ça que j'ai changé après ça. J'ai été vers le Be Free, là, le Catadin que tu parlais. Mhm. Puis, ce que j'aime beaucoup de celui-là, c'est que moi, j'utilise comme bouteille d'eau, j'ai des bouteilles qui se compressent, là, tu sais, qui sont molles, là, des soft water bottles. Soft Euh, flask, là, comme en silicone, ouais, là. ouais, en silicone, exact. Fait que c'est ce que j'utilise, puis c'est le même. euh, le, le Le même Catadin fit filet. dessus. Ouais, exactement, c'est le Ah! même filet. Fait que le Catadin fit dessus, donc Ouais, parce que ça le me Catadin, permet. il y a un goût là un peu plus grand, hein, Ouais, que exactement, le c'est plus Sawyer. gros. Ouais. Ça ressemble plus comme à une bouteille de Gatorade, mettons, si on Ouais. veut, là. Ouais. Donc, c'est ça. Mais sinon, j'ai une préférence pour le Be Free, je dois t'avouer, parce que t'en as parlé, tu sais, il y a un débit un peu Mhm. plus vite. Puis, en fait, si on enlève le fait que je le mets sur une bouteille molle que j'ai, ben, là, je trouve que la bouteille en tant que telle qui vient avec le filtre est plus résistante que celle qui vient avec le Sawyer. Ouais, ben Je sais pas. celle qui vient avec le Sawyer, là, en tout cas, gros conseil pour tout le monde qui veut l'acheter le Sawyer, Mhm. là, laissez ça à la maison. Ouais, elle Cette finit espèce par de... percer, là. Ils sont pas solides, là. Les petits contenants à plat là, qui viennent avec le Field Sawyer, c'est vraiment pas résistant, là. Moi, j'avais déjà, à l'achat, j'avais tout de suite remplacé par un contenant en silicone avec Mhm. une ouverture large, là, c'est une marque, là, je pense que j'avais commandé ça aux États-Unis. C'est vraiment une poche de 2 litres en silicone avec à une extrémité un bouchon qui se vide sur le Sawyer Squeeze. Ben, c'était beaucoup plus résistant que les espèces de petites pochettes en plastique rigides là, qui viennent avec le kit, là. Ouais, c'est ça. Puis, en fait,
L'autre désavantage que je vois, mais que quand tu changes ton sac comme ça pour mettre l'eau, c'est qu'il n'y a pas une grosse ouverture. Fait que des fois, ça peut être long à... C'est pas énormément long, mais ça peut quand même être plus long à remplir que si on prend le Be-Free qui a le goulot est plus large. Il est plus large, donc l'eau rentre plus facilement. Mais la poche que j'avais, elle s'ouvrait, tu sais, à une extrémité, c'était comme un zip, là, comme une poche d'hydratation, fait que c'était vraiment large. Mais là, oui, dans les désavantages, il y a le poids du kit au complet, là. Fait qu'un des désavantages d'acheter cette grosse poche-là de 2 litres avec l'ouverture large, c'est qu'au final, la poche de 2 litres plus le Sawyer, c'est beaucoup plus lourd que le Be-Free avec sa poche d'1 litre, là. Ouais, ben c'est ça, puis c'est là que c'est le fun de s'adapter. Si t'as plus qu'un kit, mettons, tu sais que tu t'en vas à une place que l'eau est fréquente à chaque kilomètre, quasiment, t'es capable d'avoir une source d'eau. Là, c'est intéressant peut-être de partir avec une bouteille de 1 litre, mais que tu sais, si tu pars dans une place que l'eau est presque pas présente, ben là, tu sais, la poche de 2 litres peut être intéressante, là. Exact. C'est ça que j'avais dans le désert, puis ils vont dire, le 2 litres, je devais le traîner plein assez souvent. Ouais, mais je suis curieux. En fait, élaborons un peu là-dessus, là, sur le désert. C'était quoi ta démarche? C'était quoi tes trucs par rapport à ça? Comment ça se passait? Ben, en fait, le peu de sources d'eau qu'on avait, c'était pas de haute qualité, là. Soit que c'était des caches d'eau entretenues par des bénévoles. Fait que là, c'est bien, là. C'est des gallons de 18 litres avec de l'eau probablement de municipalité, mais qu'on filtrait quand même. Fait que ça, il y a pas de particules, il y a rien. Mais tu sais, tu parlais d'eau déglacée, il y a quand même des particules, mais moi, ce que je faisais face le plus souvent, c'était des réservoirs d'eau à bétail. Tu sais, dans les zones agricoles ou en plein milieu du désert, t'as souvent des espèces de réservoirs qui accumulent l'eau goutte à goutte, puis c'est des réservoirs où il y a tellement pas de précipitation que l'eau qu'il y a dedans, ça fait longtemps qu'elle est là. Qu'il y avait de la vitamine verte, là. C'est beaucoup de particules en suspension, beaucoup de vie. Fait que je faisais des fois une pré-filtration mécanique. Je sais pas si c'est ça que tu faisais aussi avec l'eau de glacier, là. J'utilisais mon foulard, en fait, mon bof, pour pré-filtrer l'eau que je mettais dans ma bouteille pour éviter que les plus grosses particules entrent. Puis après ça, je filtrais avec soit mon Sawyer, soit mon Be-Free. Dans le désert, j'avais un Sawyer. Puis quand l'eau était vraiment louche, là, quand c'est stagnant longtemps, il faut savoir, ces filtres-là, ça filtre mécaniquement. Bon, ça va se bourrer là s'il y a trop de particules, mais ça filtre les bactéries et tout, mais ça filtre pas les virus. Fait que quand l'eau était vraiment louche, avec une odeur vraiment intense, c'est peut-être même mieux pour l'odeur, là, je rajoutais une petite pastille de chlore en plus de ma filtration. C'est vraiment une double sécurité, là. Pour éviter de tomber malade. Puis en même temps, le chlore, ça masquait un peu peut-être le goût le goût d'eau stagnante. Là. Ben, je sais pas si toi, tu avais ce truc-là pour les glaciers de pré-filtrer avec un linge. Non, je dois t'avouer que j'y ai pas pensé. J'ai réussi à bien... je le nettoyais de temps en temps, le filtre. Là, je faisais un backwash, des choses comme ça. Ouais, souvent, c'est suffisant. Mais je trouve ça intéressant, tu sais, de parler d'eau stagnante et tout ça, puis pour quelqu'un qui commence à randonner, c'est intéressant de mentionner dans le fond que c'est important d'essayer de trouver des sources d'eau qui ont un mouvement, donc que ce soit un ruisseau, une rivière, le lac, puis toutes ces sources d'eau-là restent comme des fois, on n'a pas le choix. En cas de dernier recours, mais si tu sais qu'il y a une rivière puis un lac à côté, ben priorise la rivière, elle a un mouvement, donc il y a moins de chances de se développer des bactéries. Fait que c'est un bon point. C'est un petit aspect intéressant. Ouais. Ceci dit, même si c'est en mouvement, si on prend l'eau à la sortie d'un barrage de castor, même si c'est en mouvement, ça peut contenir quand même ce qu'on appelle la maladie du castor, là. Fait que ça aussi, là, d'avoir une double sécurité, c'est pas mauvais. Malgré que ces filtres-là ont quand même une performance assez impressionnante. Là, je dis que j'ai utilisé des pastilles de chlore de temps en temps, mais ça m'est arrivé peut-être une fois ou deux sur toutes les sources d'eau stagnantes que j'ai rencontrées, puis j'ai pas été malade une fois. Fait que c'est quand même impressionnant à quel point ça peut être efficace, là. Ouais, exact. Mais tu sais, un autre facteur que, comme tu dis, il y a les barrages de castor, mais il y a aussi des fois, si tu prends de l'eau qui est à côté d'une ferme ou quelque chose de même, tu sais, qu'il y a beaucoup d'excréments, c'est encore important de filtrer dans ce cas-là parce que l'eau, elle passe
par autre chose que juste des roches, là, donc... Ouais, puis c'est arrivé, anecdote, c'est arrivé sur le SIA, l'ami avec qui je marchais, on avait trouvé un petit refuge près d'une zone agricole, justement, là, dans la vallée de la Matapédia, puis il y avait un espèce de bassin d'eau qui découlait probablement d'une zone agricole où il y avait une algue d'une couleur vraiment douteuse, là. C'était pas des algues bleues, là, c'était plutôt jaunâtre. Puis on a filtré de la même manière avec un Catalin Be-Free. Moi, ça va, j'ai pas été malade. Lui, par contre, il a pas été chanceux. Probablement, il y a une bactérie qui a passé tout droit ou l'eau était chargée de pesticides. On sait pas trop encore, mais ouais, c'est un très bon point de se méfier des zones agricoles, autant pour les excréments que les pesticides que les gens peuvent ajouter. Mm-hmm. Ben, c'est là que la pastille, tu sais, quand t'es pas sûr de même, la double filtration peut être... Ben, en fait, double filtration. La filtration et l'ajout de chlore peut être bien. Je trouvais ça important, par contre, de mentionner que faut pas abuser des pastilles de chlore. Ça reste du chlore que tu mets en dedans de toi. Donc, à longue, tu sais, si tu... Mettons, tu ferais ça 4 sur la Appalachian Trail pendant 4 mois, 5 mois, 6 mois de temps, mais oublie ça, t'aurais plus de flore intestinale, là. Ça détruit tout, là. Non, mon intérieur ressemblerait à une piscine publique, là. Il n'y a plus rien qui vivrait là-dedans. C'est pas nécessairement bon. Non, c'est ça, exactement. Donc, c'est la petite nuance à faire attention. Le filtre devrait être votre meilleur ami principal, puis après ça, comme on s'adapte selon la situation. L'autre chose que j'aime faire par rapport à ça, c'est savoir mon sentier, savoir dans quoi je m'embarque avant de partir. Donc, d'étudier en termes de source d'eau? Oui, exactement. Donc, d'étudier les cours d'eau que je vais croiser. Est-ce qu'il y a une section que je sais que je serai peut-être 2 jours, 3 jours sans croiser d'eau? Des choses comme ça, puis l'Islande est un bon exemple là-dessus. On pense souvent à l'Islande de comme c'est les glaciers, c'est l'eau abondante, c'est les montagnes vertes puis tout ça, mais comme le milieu de l'Islande, c'est un désert. Il n'y a rien, c'est juste un désert à 1000 mètres d'altitude. Donc, il va y avoir quelques ruisseaux qu'on va croiser ici et là, qu'il faut filtrer encore une fois. Mais je me rappelle, il y a une section, dans le fond, que je savais que j'allais pas croiser d'eau pendant 2 jours. Ah ouais. Donc, là, c'est de prévoir, vu que je savais ça, je savais dans le fond, c'est quel ruisseau que j'allais croiser en dernier. Je me suis ramassé plus d'eau que nécessaire, sinon, pratiquement tout le reste, j'étais capable j'y allais avec 1 litre d'eau, puis je me remplissais ici et là, mais cette section-là, j'ai fait des réserves pour prévoir pour les jours suivants. Ouais, mais ça veut dire que le sachant à l'avance, tu avais assez de contenance, tu avais assez de bouteilles sur toi, fait que question comme ça, t'as transporté combien de bouteilles vides, mettons, quelle capacité de contenance t'avais pour cette section-là, exemple? J'avais 2 litres. J'avais apporté le sac qui vient avec le Be-Free. Fait que je suis rendu à 3 litres. Parce que le Be-Free, le sac, c'est 1 litre. Donc, 3 litres comme ça. T'avais 2 litres, donc ça fait 4 plus 1? 2, 1 litre, excuse-moi. Je me suis mélangé. Ça fait 2 litres. 2 litres, oui. OK. 2 litres. Litre plus le Be-Free. OK. Non, 2 litres plus le Be-Free, donc 3 1 litre dans le fond. OK, parfait. Donc, tu avais une capacité totale, mettons, de 3 litres. Ouais, exact. Ce qui est pas des mieux, tu sais. Mettons que j'ai bu beaucoup comme rendu au cours d'eau, puis là j'ai fait mes réserves, puis après ça j'ai été correct pour le reste. Mais il faut savoir que il y a 2 choses. Premièrement, ça restait l'Islande, c'est pas les températures les plus chaudes non plus. T'sais, il fait pas du 30 degrés, je tournais pas mal autour du 17. Donc c'est pas là que j'ai plus chaud. Puis après ça, ben on se connaît mieux que personne d'autre. Moi, je sais que je suis pas la personne qui a besoin le plus d'eau. Je suis capable de fonctionner bien avec 2 litres d'eau par jour et moins. Là. Après ça, c'est de connaître sur combien de temps que tu vas le faire. Là. C'est sûr qu'après ça, les prochaines sources d'eau que j'ai croisées, tu refais le plein d'eau dans ton corps. Mais je savais que c'était pas la fin du monde pour moi si j'avais 3 litres d'eau pendant 2 jours. Ben, c'est ça que je trouve compliqué de répondre aux questions aux gens. Ah, tu sais, combien tu traînes d'eau, toi? Pas nécessairement se fier à la personne qui va te donner conseil, parce que c'est tellement personnel, l'hydratation, tu sais.
Il y a pas une formule magique pour tout le monde. Ils vont dire 3 litres d'eau par jour, c'est ça que ça te prend. Pas nécessairement. Là. Fait qu'il y a des journées que tu vas boire plus. Les journées de canicule, moi, ça m'arrivait de boire jusqu'à 5-6 litres, puis je suis pas une grande buveuse. Là. Fait que c'est tellement quelque chose qui varie. Je pense que c'est quelque chose qu'il faut apprivoiser avec la pratique. Là. Fait qu'au début, le truc, c'est peut-être d'entraîner plus que pas assez. Là. Il y aura une période d'adaptation, mais je pense que le secret, c'est vraiment d'apprendre à se connaître, puis d'apprendre à connaître son terrain, comme tu le mentionnais. Là. Ben c'est ça, c'est là l'importance de ça. Puis, tu sais, je dis que j'ai pris toutes ces précautions-là, savoir il était où mes ruisseaux pendant cette section-là. Puis en fin de compte, anecdote par rapport à ça, ben j'ai fait ça pour rien parce que j'ai fini par... Ben en fait, il a mouillé. Il a mouillé toute la journée après, donc j'ai pas eu besoin de me soucier de l'eau. Puis vu qu'il mouillait, ça me tentait pas d'arrêter de marcher puis de juste comme rien faire puis de me geler dans ma tente pratiquement. Que j'ai combiné mes 2 jours que j'avais à faire, je les ai combinés en une journée. Fait que j'ai marché comme 48 km cette journée-là pour ne pas avoir à arrêter. Oh, quand même, ouais. C'est une solution, mais... Ouais, non, mais encore là, c'est le fait de se connaître, de savoir ses propres limitations, puis tout ça. Moi, je sais que je suis capable de faire le 48 km, mais tu sais, quand on regarde les ruisseaux de même, moi, je savais que ça, c'était 2 jours maximum, mais peut-être que quelqu'un d'autre, ça serait 4 jours. On sait combien qu'on est capable de faire de kilomètres par jour, etc. Là. Je pense que tout est dans la lecture de la carte. Il ne faut pas juste regarder la distance entre les points d'eau, mais sa capacité versus le dénivelé qu'il y a à faire entre les points d'eau, c'est assez important. Ouais. Puis, j'ai apporté un bémol là-dessus aussi. Ça m'est arrivé d'être ici au Québec. Tu sais, encore une fois, on pense Québec, il y a des rivières partout, il y a des ruisseaux partout. Puis d'être dans un sentier dans les Laurentides, c'est l'Intercentre, sentier Intercentre, qui est comme un sentier qui passe par la Montagne Noire, qui passe... qui fait partie du réseau Sentier National. Ouais, exact, c'est un sentier que j'adore. Oui. Puis mon but était... J'ai fait le sentier en une journée. De Saint-Donat vers la Montagne Noire? Non, je suis parti... dans le fond, pas la totalité du sentier, la partie intéressante, si on veut, du sentier. Fait que du stationnement de la Montagne Noire à... en fait, j'ai continué après ça, j'ai été vers le parc du Mont-Tremblant, puis j'ai fait Nixon. Okay. En tout cas, ça a fait une journée de comme 50 km. Quand même. Mais le point n'est pas là. Ce que je voulais dire, c'est que je connais ce sentier-là par cœur. Je sais qu'on rencontre beaucoup de ruisseaux, puis je l'ai fait plus qu'une fois. Mais c'est à donner que cette fois-là que je l'ai fait, c'était dans un moment de chaleur intense au Québec. Donc, ruisseau par-dessus ruisseau que je passais étaient toutes secs. Donc, c'est une autre chose qu'il faut comme planifier d'un fois. Comme, OK, mais la température va peut-être changer tous mes plans, puis je peux pas me fier sur ces ruisseaux-là. Donc, c'est un petit bémol à penser. Ouais, c'est pas parce qu'on voit une petite ligne bleue sur la carte qu'en plein mois d'août, il va couler. Ouais, ben exact. Puis c'est pas parce qu'on y a déjà été puis qu'il y avait un petit ruisseau là que ça se peut que la prochaine fois il soit parfait ou qu'il soit là ou non. Là. Le plus fiable, ça reste vraiment les rivières fixes puis les lacs. Là. Ouais. Mais... Non, exactement, parce que c'est des plus gros cours d'eau. Ouais. Je trouvais ça intéressant aussi d'apporter, tu sais, là on a parlé de ce que toi puis moi on utilise parce que toi puis moi on penche, ben en fait toi beaucoup plus que moi on penche plus vers l'ultralight. Pas tant. Je me considère pas. On en reparlera, mais je suis loin d'être ultralight. Ça, c'est une... Correct. Je me considère pas ça non plus. Mais je dis, on penche plus vers le ultralight que beaucoup de gens. Donc, tu sais, le Be Free, le Sawyer restent des options plus dans ce sens-là. Mais il faut savoir qu'il y a plein d'autres options, là, tu sais, que ce soit des MSR, en fait. Il existe encore les pompes. Il y a les pompes, il y a des trucs par suspension, il y a plein d'options qui sont disponibles, puis après ça, c'est de prendre ce qui nous convient le plus, tu sais. Est-ce qu'on y va plus en trip, faire quelques kilomètres par jour, puis on est là pour être... tu sais, on se rend juste à un campement, puis on veut rester là plusieurs jours, donc là, peut-être qu'un système un peu plus gros, qu'on peut juste prendre l'eau, puis tu sais, avoir de l'eau à volonté, peut être mieux, tu sais, c'est dépendant du trip qu'on fait, puis de nos besoins, là. C'est juste pour mentionner qu'il y a plusieurs options. C'est pas parce que nous, on utilise ça que c'est exactement la chose qu'il vous faut. Là. Non, c'est juste nos préférés à nous. Ouais, exactement. Super.
j'avais une dernière astérix là-dessus d'un autre petite anecdote que j'avais par rapport au désert. J'avais regardé pour planifier un trip comme un 80 km en Jordanie. Ouh. Puis, tu sais, la Jordanie, c'est Mars, là. C'est C'est chess. sec, C'est très là, chess. ouais. Exactement. Tu sais, il filme beaucoup de trucs qui ressemblent à Mars. En fait, de films qui devraient être sur Mars dans ce coin-là Oui. parce que ça ressemble à une autre planète. Oui. Donc, quand j'ai regardé pour faire ce sentier-là, que n'a pas à donner pour des raisons quelconques, là, c'est que l'eau est inexistante. Là. Donc, dans ces moments-là, là, c'est une logistique complètement différente de faire affaire avec des locales là-bas pour qu'ils viennent nous cacher des bouteilles d'eau au travers la trail. Donc, mettre des caches d'eau, points. des caches d'eau personnelles. Exactement. Fait que je trouvais ça assez spécial. Puis c'est une toute autre logistique Oui, là, d'être en contact avec quelqu'un puis de s'entendre sur des points qu'on met Oui, c'est un les autre places, niveau mais- d'aventure, ça, là. Ouais, exactement. Mais je trouvais ça intéressant. Puis je vais vivre ce trip-là ou ce genre de trip-là un jour, c'est sûr. Là. Ouais. Mais c'est ça, des fois, c'est d'aller plus loin que comme, OK, bon, mais qu'est-ce que je fais avec l'eau? Ben, l'eau est inexistante. Ah, Ouais. Qu'est-ce que je fais ensuite? faut que tu la crées. Et malheureusement, ils ouais, n'ont pas c'est ça. encore inventé l'eau déshydratée. Non, puis la danse de la pluie, ça marche Ça pas. va, non, c'est ça, on essaye, puis on a l'air fou, mais non, ça pas successful. Excellent. Écoute, si Exact. jamais, moi j'invite les gens peut-être à nous partager là, en commentaire ou à nous écrire même s'il y a des questions ou c'est quoi leur moyen de filtration Mhm. de prédilection. Peut-être qu'il y en a d'autres qui sont très populaires puis on les connaît pas nécessairement. Mais oui, puis d'autres sujets aussi. Tu sais, là, on a parlé beaucoup de la gestion de l'eau, de la filtration. Mais dans d'autres épisodes, là, n'hésitez pas à nous écrire c'est quoi vos questions, c'est quoi vos questionnements, puis on en fera des sujets de discussion. On parlera de chacun de nos expériences là-dessus. Puis éventuellement, on va peut-être même inviter des experts. Ouais, exact, parce que ça reste... C'est notre podcast, mais c'est un podcast pour éduquer, donc un moment donné, on sait pas tu sais, ce qui se passe, ce que tout le monde sait, fait que Mhm. partagez-nous vos questionnements, puis on va faire nos recherches là-dessus, ou si on a déjà la réponse, on va en Voilà. parler. Donc, ça se résume pas mal à ça, je crois, pour cet épisode-là. Oui. Comme je dis, on sait pas trop la fréquence que ça va sortir pour l'instant, parce que il y a la logistique de Catherine is on the trail. Catherine, ouais, Catherine elle va être dans les montagnes, mais on va essayer Donc, on va... de s'attraper Ouais. là, quand j'aurai du réseau pour faire des petits épisodes comme ça sur le sentier. Ça va être intéressant. Chaque petit bout de sentier va avoir des aventures différentes, fait que ça va peut-être mener à des thématiques différentes. Ouais, exactement. Puis après ça, ben, comme on dit, le podcast va évoluer. Oui. Fait que ça ressemble à ça. Vous pouvez abonnez-vous au podcast, laissez-nous des reviews, ça l'aide beaucoup là, sur les différentes plateformes. Ça l'aide beaucoup à pousser l'algorithme à proposer notre podcast puis qu'il y ait plus de monde qui nous écoute. Puis abonnez-vous à nos réseaux personnels. Là. Donc Catherine, je pense que c'est Stitch on the Trail sur Stitch Instagram. barre en bas on the trail sur Instagram ou Catherine Turgy là, sur Facebook. Puis moi, dans le fond, Alex Godard, vous êtes capable de me trouver sur YouTube, Instagram et Facebook. J'ai mes 3 pages là-dessus. Oui. Donc, Fait qu'on s'attend à recevoir vos échos. Puis on va Ouais, répondre avec notre écho au prochain épisode. j'adore, bien dit. À la prochaine. À bientôt! Bye.